5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. À peine installé, le tout nouveau président du Nigeria vient de prendre une très grande mesure. Bola Ahmed Tinubu a acté la suppression de la subvention allouée au carburant, une décision audacieuse qui risque d'entraîner une hausse immédiate du prix de l'essence qui pourrait atteindre 200% et relancer immédiatement l'inflation. Mais selon le nouvel homme fort du géant de l'Est, le coût sans cesse croissant de cette subvention ne peut plus continuer par se justifier dans un contexte de diminution de ressources. 7,5 milliards de dollars avaient été mobilisés dans ce sens pour le compte de cette année 2023. Si cette charge jugée asphyxiante, sinon si elle est jugée asphyxiante et donc logique de la supprimer pour la bonne santé de l'économie, quelles seront les implications sur le plan social dans un pays où l'inflation est permanemment en hausse avec une monnaie très fluctuante? Quels sont aussi les impacts sur le voisin d'à côté, le Bénin, qui, on le sait, a assis une économie informelle sur la vente de carburant issu du Nigeria? Et puis, comment Ahmed Bola Tinubu peut-il extirper son pays de la crise économique doublée de la crise sécuritaire qu'il traverse depuis plusieurs années? On en parle avec deux invités. Je suis ce matin avec Florian Siaken, il est statisticien économiste. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien, et chez vous? Merci, ça va. Et je suis également avec Marcel Djoumenou, il est le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Bonjour et bienvenue, Marcel. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça fait un moment que je ne vous ai pas eu sur 5 sur 7. Vraiment. Bon retour chez moi ou Merci. chez nous, j'ai envie de dire. Alors messieurs, avant d'entrer de plein pied dans le débat, je vous propose de voir ce reportage qui consacre l'investiture du tout nouveau président du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu. C'est un reportage réalisé par nos confrères de TV5 Monde. On le surnomme le faiseur de rois, mais cette fois-ci, c'est à son tour d'accéder à la fonction suprême. 3 mois après son élection, Bola Tinubu a prêté serment. Moi, Bola Ahmed Tinubu, jure solennellement d'être fidèle et de porter une véritable allégeance à la défense de la République du Nigeria. Un visage bien connu des Nigérians prend la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. À 71 ans, Bola Tinubu affiche une longue carrière dans les arcanes du pouvoir. Un parcours jalonné de rebondissements pour cet ancien chauffeur de taxi, devenu multimillionnaire. D'abord en exil, d'où il prône la démocratie face à la dictature militaire, avant de devenir en 1999 gouverneur de Lagos. Durant ces 2 mandats, les capitaux étrangers affluent sur la capitale économique du pays. Son influence est considérable en politique comme dans la sphère économique. Médias, aviation, immobilier, Bola Tinubu investit dans de nombreux secteurs. Plusieurs fois accusé de corruption ou de blanchiment, mais jamais condamné, il est aujourd'hui considéré comme l'homme le plus riche du pays. Un pays qui lui s'enfonce dans la pauvreté. Parmi les défis du nouveau président, le redressement économique. Ce que je vois ici, c'est que les gens n'ont pas de travail, les gens ne vont pas à l'école, les gens dorment sous les ponts. Lorsque le nouveau gouvernement entrera en fonction, il devra changer sa façon de travailler. Parmi les problèmes urgents à régler, la grave pénurie de liquidités et de carburant. Autre enjeu majeur, le retour de la sécurité dans le pays, gangréné par les groupes djihadistes et les bandes armées. Face à ces difficultés, une grande partie de la population est désabusée. En 2020, d'importantes manifestations avaient été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Bola Tinubu succède à Muhammadu Buhari. S'il fut élu avec un score confortable, il est accusé de fraude massive par ses 2 principaux adversaires. Ceux-ci ont déposé un recours en justice, actuellement toujours en examen. Le président a désormais 60 jours pour nommer son nouveau gouvernement. Voilà donc ce reportage, Florian Siaken, autant dire que le tout nouveau président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, arrive dans un contexte quand même économique assez difficile. Oui, exactement. Bon, avant de commencer mon premier commentaire, je vais peut-être faire une précision sur ma présentation. Là, je suis encore étudiant, en fait, ingénieur statisticien économiste à l'ENIAM. Donc, c'est un tout nouveau programme que l'ENIAM a accueilli en 2020 et nous sommes de la première promotion. D'accord. Oui, bon, vraiment, la décision du président arrive vraiment dans un contexte socio-économique difficile, puisque, comme vous l'avez évoqué à l'entame de l'émission, il y a des défis sécuritaires et n'est-ce pas, des défis face, n'est-ce pas,
au changement, n'est-ce pas, des anciens biens qui étaient en circulation, qui plombaient déjà davantage l'économie du pays en fait. Et maintenant, considérant, n'est-ce pas, son discours lors de sa présentation du serment et les décisions qui ont été prises, on voit, n'est-ce pas, malgré le fait que l'homme arrive dans un contexte difficile, un homme ardu qui veut vraiment se mettre au travail et essayer de faire autant que faire ce que donner de son mieux pour, n'est-ce pas, essayer de résorber les difficultés auxquelles le pays est confronté actuellement. Et c'est peut-être dans ce contexte que, n'est-ce pas, cette décision de suppression de la subvention de la carburation arrive en fait. Alors, Marcel Djoumainou, on sait que le Nigeria a pendant longtemps baigné quand même dans cet état de choses, c'est-à-dire la subvention allouée au carburant. C'est une donnée qui date d'il y a beaucoup d'années, même si pendant longtemps le débat a été fait sur faut-il oui ou non supprimer cette subvention. Elle est demeurée dans le temps et aujourd'hui, est-ce que cela ne sonne pas comme une rupture fracassante chez le voisin? Oui, quand vous êtes à la tête d'un État comme le Nigeria, vous avez des décisions à prendre. Et je voudrais rappeler à ce niveau-là que cette décision a été prise par le gouvernement de Buhari, mais qui n'a pas pu mettre cela en application jusqu'à son départ du pouvoir. Le président Tinubu est venu pour confirmer cette décision. En fait, le Niger est un paradoxe sur le plan économique, un paradoxe beaucoup plus sur le plan pétrolier parce qu'ils ont l'une des plus grandes réserves de pétrole et de gaz du monde, je crois qu'ils sont 6e, mais importent presque toute la consommation du pétrole de l'extérieur, du pétrole raffiné, puisque ce qu'ils ont, ils le vendent souvent en brut. Parce que les 4 raffineries qui existaient, pas celle de l'Eki qui a été inaugurée tout récemment, et qui n'est pas, il faut le rappeler, fonctionnelle, ne sera fonctionnelle qu'en août. Les 4 raffineries qui existaient n'étaient plus fonctionnelles. Et les raisons sont connues, soit elles sont tombées en panne, soit que les opérations de sabotage ont fait que le gouvernement lui-même a décidé de les abandonner. Je rappelle à ce niveau que les 4 raffineries se retrouvaient dans des zones instables. Il y a une qui est au nord, à Kaduna, et 3 qui sont dans la zone du Delta du Niger, qui est réputée comme la zone la plus instable du Nigeria à cause des mouvements d'émancipation et les groupes armés qui ont fait des revendications liées aux tasses et au pourcentage à recevoir sur le pétrole. Et le président Yar'Adua avait réussi à les calmer un peu par une amnistie et à dédommager certains, à donner des primes même à beaucoup. Mais malgré ça, la zone est toujours restée infestée par ces mouvements de sabotage. Et donc, comme je le disais, ils importent du pétrole raffiné qui est subventionné. Et donc, c'est ça que le président expliquait en disant que la plupart des subventions que nous accordons, c'est accordé à des structures, des groupes privés qui importent ce pétrole. Lui-même, l'État lui-même vend du pétrole brut, soit à des pays voisins, soit aux États-Unis et à beaucoup d'autres pays. Et donc, il faut régler ce problème parce que les subventions, en réalité, profitent beaucoup plus à ces structures qui importent. Et donc, quand on regarde l'un mis dans l'autre, peut-être que les économistes et les statisticiens vont nous expliquer un peu, l'un mis dans l'autre, la subvention, les populations ne vivent pas pour autant la subvention que l'État accorde et qui est un montant énorme qui déstabilise, c'est énorme et qui déstabilise un peu l'économie du pays. Et puis vous faites bien de parler de cette question de raffinerie inexistante presque au Nigeria. L'homme d'affaires, le grand homme d'affaires Aliko Dangote a voulu justement régler ce problème comme un cadeau d'adieu, sinon comme un cadeau de revoir à Muhammadu Buhari. Il a inauguré tout dernièrement à Lekki, vous en avez parlé, sa nouvelle raffinerie qui sera fonctionnelle qu'en août. On va voir ce reportage justement qui nous en parle davantage. Des drapeaux Dangote plantés çà et là sur ce site de la périphérie de Lagos. La raffinerie du milliardaire nigérian est sortie de terre. C'est désormais la plus importante du continent. Un projet ambitieux, inauguré ce lundi par le président sortant, en présence de chefs d'État de la sous-région. Pour Muhammadu Buhari,
Cette usine est la promesse d'une sortie de crise. Ce complexe a la capacité de traiter 650 000 barils de brut par jour, ce qui permettra à notre pays d'atteindre l'autosuffisance en produits raffinés et même d'avoir un certain excédent pour l'exportation. Essence, diesel, kérosène, la raffinerie Dangote devrait produire 30 millions de tonnes de pétrole par an. De quoi en finir avec les pénuries d'essence à répétition que connaît le Nigeria. L'usine est détenue à 20% par la compagnie pétrolière d'État. Elle prévoit de lui fournir 300 000 barils de brut par jour. Jusqu'ici, le premier producteur de pétrole du continent ne comptait aucune raffinerie fonctionnelle. Voilà donc ce qu'il en est de cette raffinerie de l'homme d'affaires Aliko Dangote inaugurée il y a tout juste 10 jours, sinon oui, à peu près 10 jours, du côté de Lekki au Nigeria. Alors Florian Siaken, qu'est-ce qui explique le fait que le Nigeria, qui dispose quand même d'un réservoir assez immense de pétrole et de gaz, Marcel l'a rappelé tout à l'heure, soit obligé de recourir, on va dire ainsi, à l'achat presque de ces matières premières, de ces hydrocarbures-là. Oui, raffinés, bien sûr. Oui, donc je ne prendrai pas le point de chute du co-discutant pour dire en fait qu'on ne pourrait pas dire, n'est-ce pas, tout de go, que la subvention ne profite qu'aux structures importatrices ou bien des structures distributrices en fait. Parce que là, ça agit à tous les niveaux dans l'économie en fait. Parce que supposons un temps peut soit-il, que ce soit au niveau de la ménagère ou bien au niveau d'un citoyen lambda, le fait que le carburant soit subventionné, même si ça ne lui profite pas dans les mêmes proportions que les structures, n'est-ce pas, qui envoient ces matières que l'on importe justement, ça agit quand même. Puisque, tenez un peu, si on suppose qu'un temps peu soit-il, il n'y avait pas de subvention, ça veut dire que toute chose étant égale par ailleurs, ça veut dire, bon, les niveaux de salaire, les niveaux de prix sur le marché des autres biens n'ont pas varié en fait. On va voir que, n'est-ce pas, quand le prix du pétrole va augmenter, s'il n'y avait pas de subvention, ça va diminuer un peu le pouvoir d'achat des citoyens en fait. Supposons, par exemple, juste la ménagère, comment cela peut impacter, n'est-ce pas, son panier. Pour aller faire ses achats, elle a besoin souvent de trouver un moyen de déplacement adéquat. Des fois, elle va peut-être emprunter ce que l'on appelle communément ici le ZIM en fait. Donc, et le ZIM va utiliser, n'est-ce pas, ces essences-là pour fonctionner. Ce qui fait que, donc, s'il n'y a pas de subvention, peut-être le litre qui est actuellement en moyenne à 600 va passer, n'est-ce pas, peut-être à 800. Ce qui fait, il va essayer à son niveau de récupérer ça aux différents clients qui vont l'aborder. Ce qui fait, donc la dame, au lieu de consacrer tout l'argent avec lequel elle sort à l'achat de ses produits pour remplir son panier, va se voir en train de diminuer une partie, n'est-ce pas, pour consacrer au coût du transport. Ce qui fait que les paniers de biens achetés ne seront pas les mêmes en fait. Maintenant, concernant votre question, s'il faut voir le problème en fait, là je dirais que le problème c'est au niveau de la transformation en fait, puisque vous voyez le Nigeria c'est la première puissance productrice du pétrole en Afrique, mais ce pétrole-là n'est pas transformé. Le co-discutant l'a bien rappelé, toutes les structures de raffinage du pays étaient non fonctionnelles, jusqu'à peut-être le seul actuellement qui est venu inaugurer il y a pas moins de 2 semaines, comme vous l'avez signalé en fait. Donc sans ces éléments de transformation là, on ne pourrait pas vraiment jouir à tous les niveaux ou bien jusqu'au dernier niveau de cette matière première en fait, puisqu'on ne l'utilise pas toujours de façon brute. Il faut a priori des transformations en amont pour pouvoir tirer de la substance en fait et avoir, n'est-ce pas, ces différents démembrements qui peuvent être de l'essence, du gazole ou bien tout autre carburant en fait. Parce que tenez-vous, rendez-vous compte, il y a par exemple les structures de compagnie là, c'est pas de l'essence ou bien du pétrole brut là qu'ils vont utiliser. Des fois, on a vu au Nigeria des compagnies décrier en fait le fait qu'il manque de carburant pour alimenter leur réservoir. Donc si c'était qu'ils pouvaient utiliser du pétrole non transformé là, à la place, il ne se serait pas prêt certainement. Donc c'est peut-être l'ensemble de tous ces éléments-là qui contribuent à ce que malgré le fait que le Nigeria produise, l'absence de transformation fait qu'elle est obligée, n'est-ce pas, de se ravitailler
auprès des pays qui ont cette capacité de transformation-là, ce qui lui coûte énormément d'argent. Justement, les 7,5 milliards de dollars deviennent insupportables pour l'économie, déjà selon le gouvernement de Muhammadu Buhari, entériné aujourd'hui par Ahmed Bola Tinubu. Quel impact cela peut avoir sur le plan social? Parce qu'on ne peut pas observer ou sinon analyser cette décision que sur le plan économique. Certes, ça soulage l'économie, mais sur le plan social, il y aura forcément des remous. Oui, justement, il y aura des remous sur tous les plans, je peux me dire. Bon, disons socio-économique, en fait, pour regrouper les deux. Dans ce sens que la décision arrive, bon, c'est vrai quand même que ce n'était pas nouveau dans l'esprit des gens, comme le co-discutant l'a rappelé, parce que, qu'ils vous souviennent, pendant que les campagnes médiatiques pour les élections qui se sont tenues récemment, il y avait un des candidats qui avait dit fort et Dieu, avec un ton strict, que s'il est élu... Atikou Abubakar, en l'occurrence. Exactement, il va supprimer cette subvention-là. Donc, les citoyens s'étaient déjà préparés. Bon, certains s'étaient déjà préparés, même si c'est difficile à accepter, en fait. Maintenant, au niveau social, en fait, si je peux illustrer cela, déjà, si on continue peut-être dans le même schéma que j'ai pris, au départ avec le panier de l'aménageur, on a vu comment cela pourrait, n'est-ce pas, cette subvention-là, puisque, comme vous avez annoncé au début, la subvention va entraîner quand même une inflation. A priori, on pourrait dire, s'il n'y a pas, n'est-ce pas, des mesures selon les estimations, on parle de près de 200% d'inflation. Exactement. Bon, c'est vrai, quand même, c'est un chiffre. Je me suis demandé, bon, par quelle stratégie ils ont fait ces estimations pour trouver le chiffre de 200, en fait. Mais c'est pas là le problème, en fait. Mais s'il faut voir le problème au niveau social, si c'est que au niveau, n'est-ce pas, étant en Afrique, oui, on sait déjà les différents problèmes auxquels nous faisons face, en fait. Par exemple, on peut parler de sécurité alimentaire dans notre contexte, parce que quand on regarde un peu ici, déjà avec le peu de moyens que j'avais, je ne parvenais pas à bien vivre, donc socialement je ne pouvais pas être à l'aise. Si c'est que les prix venaient à flamber sur le marché, n'est-ce pas, par l'effet d'entraînement que peut avoir, n'est-ce pas, la flambée des prix des matières de carburation, cela va entraîner, n'est-ce pas, davantage un malaise pour des populations qui ne parvenaient déjà pas à vivre normalement, en fait. Très bien. Alors, est-ce que, Marcel, les populations, évidemment, même s'il y a eu des annonces de campagne, même si elles ont été plus ou moins préparées à accepter cette décision-là, est-ce qu'elles, au fond, est-ce qu'elles vont vraiment l'accepter, cette rupture-là qui intervient brutalement? Il est évident que les populations ne pourront pas l'accepter, parce que ça, il doit le rappeler, le Nigeria, c'est vrai, c'est un pays, première économie de l'Afrique, qui a beaucoup de milliardaires, mais qui a beaucoup d'extrêmes pauvres. Je ne connais pas le nom, mais il y a des millions de Nigérians qui manquent du peu. Et donc, pour ceux-là, et pour la majorité, même les gens de la classe moyenne, c'est un peu difficile de supporter l'augmentation des prix de carburant, parce que, comme l'a dit mon vis-à-vis, Florian, ça va agir sur tous les secteurs, sur les déplacements, sur les denrées, parce que quelqu'un qui doit transporter son produit sera obligé de réévaluer le prix, et ça va agir sur tout. Et moi, je pense que c'est au gouvernement nigérien d'évaluer un peu, de voir et à quel niveau il faut permettre de lever la subvention. Pour les informations que j'ai, la subvention que le gouvernement a apportée était de 73 naira par litre. Bon, quand moi je calcule en CFA, ça tourne autour de 60-65 francs. Je ne sais pas trop, mais si ce n'est que ça, je crois que c'est pas encore tuant, mais c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent, mais ça ne va pas aggraver la situation comme telle. Mais c'est quand même important pour un gouvernement de dépenser autant d'argent. À un moment donné, le Bénin aussi avec le gasoil. Fois le nombre de litres d'essence, de gasoil et de kérosène que l'État utilise chaque jour. Et donc, la formule serait bien que la subvention soit levée, de faire une politique pour contenir les prix dans une fourchette donnée. C'est vrai que les spécialistes peuvent étudier cela pour que ça ne soit pas un problème, parce que
Vous savez, au Nigeria, un petit problème devient une crise. On a vu avec le problème des billets, ça a failli être une crise sécuritaire même. Et donc, le président Tinubu qui sort d'une élection très discutée où les gens continuent de constater, dans certaines régions d'ailleurs, les gens continuent de contester son élection, a tout intérêt à ce que la levée de cette subvention ne se transforme pas en une crise sociale qu'il va gérer pendant tout son mandat. Je crois qu'il a tout intérêt, je crois qu'il en tiendra compte pour que la levée des subventions ne fasse pas trop grimper les prix et pour que ça dégénère. Et il y a ce dommage collatéral, on va le dire ici, le Bénin. Certainement le Bénin qui va... il y a eu tout, on le sait, Florian, il y a toute une économie informelle qui se développe autour de la vente donc, de carburant qui provient du Nigeria, les populations qui vont justement s'approvisionner dans les stations où le carburant est subventionné au Nigeria et qui reviennent revendre ici aux Béninois. Forcément, le Bénin sera une victime collatérale. Très certainement. Mais bon, avant de me prononcer sur ce sujet, peut-être pour revenir un peu sur l'acceptation des citoyens ou pas, je pense, d'après les informations que j'ai trouvées, que en fait, c'est justement parce que la population avait du mal, n'est-ce pas, à faire passer ou bien à accepter cette subvention-là, que ce n'est pas passé sur le gouvernement Buhari, en fait, ou bien sur les mandatures du président Buhari, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient prévu subventionner depuis 2022. Quand c'est arrivé, ce n'était pas supportable, puisque quand c'est aussi arrivé dans un contexte où le monde entier en fait traversait vraiment des situations difficiles. La crise de Covid, le conflit russo-ukrainien. Tout à fait. Ils ont dû repousser. Maintenant, pour voir les autres impacts aussi, il faut parler en parlant aussi des mesures pour contenir, n'est-ce pas, l'inflation que cela va potentiellement entraîner. Je ne dirais pas objectivement que cela est mauvais ou que cela est bien, mais là, je pense qu'il faut aussi s'interroger, n'est-ce pas, sur comment, n'est-ce pas, le produit de cette subvention que l'on veut enlever là sera, n'est-ce pas, dispatché dans les différents démembrements de l'économie. Parce qu'il faut quand même qu'on reconnaisse que le Nigeria fait face à beaucoup de difficultés dans ces autres secteurs, en fait. Donc, le président est arrivé, sûrement, il n'a pas pris la décision de façon hasardeuse. C'est une décision qui a été sûrement mûrie et je me dis, tant que on n'a pas vu la suite des événements, on ne pourrait pas vraiment savoir si cela aura un impact négatif. Donc, il serait mieux que nous soyons prudents en attendant voir la suite des événements, en fait, voir comment il va disposer de ces événements-là. Et bon, peut-être après, on peut faire une étude d'impact pour voir si cela, justement, agit positivement. On sait quand même, si vous permettez de vous relancer sur le sujet, on sait que la question du carburant fait partie quand même de ces crises-là qui peuvent naître dans des pays. On l'a vu, généralement, le prix du pain, le prix du carburant, ce sont des révélateurs sociaux qui peuvent exploser à tout moment quand ils connaissent, j'allais dire, une augmentation drastique. On l'a vu tout récemment avec la crise des gilets jaunes. Tout est parti de l'augmentation du prix du pain, du prix du carburant. On a vu la crise en Tunisie et dans d'autres pays où même au Soudan, la révolution est partie de la crise liée à la hausse des prix du carburant à la pompe. Donc, on sait que ce sont des détails assez sensibles sur lesquels il ne faut pas agir le plus souvent pour maintenir l'équilibre social. Oui, exactement. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais là, je vais un peu être prudent en disant peut-être, oui, c'est vrai quand même que cela entraîne des soulèvements. C'est parce que là, quand on touche à ces biens de première nécessité que vous venez d'évoquer, tout citoyen se sent concerné, en fait. Et vous savez que, quelque puissant que soit un dirigeant, si la population n'est pas d'accord avec une politique à mener, là, quand je parle de la population, je parle de la population en masse ici, en fait. Ça ne va pas passer, en fait, puisque là, ça ne sert à rien. Vous allez diriger des gens qui vont tout le temps attiser des haines, des politiques de soulèvement de la population. Donc, ça ne pourrait pas passer. C'est pour ça que je dis, attendons de voir comment le président va disposer de ces fonds
qu'il dit il retire de la subvention en fait. Donc c'est peut-être ça que je suis en train de dire en fait. Très bien. Et l'autre volet de... Bon, maintenant, le volet de dégâts collatéraux, ça c'est sûr, ce n'est même pas évitable, puisque là, il y aura justement des conséquences ou bien des répercussions sur l'économie béninoise, parce que, comme vous l'avez bien souligné, il y a vraiment un secteur informel de ce qu'on appelle ici Essence Sec là, qui est vraiment, bon, qui nourrit beaucoup de bouches en fait, s'il faut parler simplement. Parce que la subvention faisait que, oui, c'est vrai quand même, on pourrait dire peut-être dans tout le mois même, les produits de carburation sont subventionnés, mais pas à la même hauteur. Et s'il faut regarder peut-être les statistiques et remettre peut-être les chiffres à une unité standard, disons peut-être la monnaie qui est l'euro ici, on va voir que le prix moyen du carburant, ou bien d'un litre de carburant ou bien de l'essence au Nigeria, c'est le plus bas en fait. Et ça vaut environ, disons, 0,55, un truc comme ça en moins. Alors que quand on regarde dans les autres pays, ce n'est pas ça en fait. Ce qui fait que, bon, dans les autres pays où les prix sont relativement élevés, ils trouvent peut-être intéressant d'aller prendre où c'est moins cher pour revenir. Bon, quand ils disent prendre en quantité, quoi. Parce que ça ne coûte à rien de quitter, aller prendre aussi petit pour venir dire que tu vas vendre. Là, tu seras peut-être en train de perdre s'il faut intégrer les coûts de transport et tout ce qui va avec. Donc, il va aller prendre la masse là-bas en achetant moins cher pour venir ici revendre en fait. Donc, ce qui fait que ce marché informel-là, celui qui exerce sur ce marché va aussi se questionner. Il va commencer par s'interroger en fait, notamment nos concitoyens qui vendent au bord de la voie en fait, puisque les moyens qu'ils ont là, si je veux parler peut-être dans le sens économique, je vais dire ici leur panier de biens dans lequel je mets juste un seul bien qui est, n'est-ce pas, leur carburant qu'ils achètent auprès du voisin en fait, du fait que ce soit un fait pour. Donc avec une même quantité d'argent, considérant la situation qui est là, la hausse du prix de l'autre côté, ils ne pourraient plus se procurer de la même quantité en fait. Et s'ils ne pourraient plus se procurer de la même quantité et qu'ils continuent, ça veut dire qu'ils comptent trouver leur intérêt. Et s'ils comptent trouver leur intérêt dedans, ça veut dire qu'ils ne vont plus vendre au même prix. Parce que là, il faut rationaliser, puisque ce sont des éléments économiques qui sont en fait. Donc là, ils sont sur le marché, c'est pas pour subventionner le consommateur, ils sont là pour vendre et avoir du profit. Donc je me dis peut-être, à leur niveau maintenant, le prix que j'ai vu le plus élevé depuis que je suis arrivé au Bénin, c'est peut-être, disons, 500. Donc ça ne pourra plus être comme ça sur le marché, ça va passer peut-être à 600 ou bien même 700 pour ceux qui veulent s'approvisionner dans ce secteur-là. Ce qui fait que, donc, même les aimes et qui se procuraient là-bas facilement vont déjà voir que avec la même somme, ils ne peuvent plus avoir la même quantité de carburant, ce qui va faire qu'à leur niveau, ils vont augmenter le prix. Et l'augmentation du prix va aussi par des effets d'entraînement, n'est-ce pas, causer de l'inflation dans les autres secteurs de l'économie. D'accord. Alors, Marcel Djoumano, est-ce qu'il faut craindre un démantèlement naturel d'un secteur ou sinon d'une filière qui a toujours été un casse-tête pour les dirigeants? Non, je crois que ce serait trop dit, ce serait trop aller loin de le dire cela. Je crois que la filière va être toujours debout, mais il y aura peut-être moins de personnes qui vont en bénéficier. Parce qu'en fait, c'est quoi? Il y a, comme l'a dit mon co-discutant, mon débatteur, c'est qu'en réalité, le prix auquel les citoyens nigériens achètent le pétrole, c'est 0,55. Et quand vous calculez très bien, ça tourne autour de 270, 280. Et ceux qui ont l'habitude d'aller vers les postes frontaliers, quand vous allez à Ooré, par exemple, beaucoup de Béninois se déplacent, vont à Ooré pour aller s'approvisionner, c'est autour de 280. 200. Mais au moment où on le vend à ce prix, à Cotonou, c'est peut-être 400. Et donc, vous voyez déjà la variation de prix. Et donc, moi, je crois que pour maintenir ce secteur, puisqu'ils n'ont pas, en tout cas, pour ce que j'en sais, autre chose à faire pour le moment, ils seront obligés de gagner moins d'argent, peut-être, pour maintenir le prix à un niveau, pour permettre aux gens de venir toujours vers eux. Parce que si ça voisine ou bien ça se rapproche du prix des stations, tout le monde va vouloir aller dans les stations. Si ça tourne autour de 500, 600, c'est à 612 dans les stations, si je ne me trompe. Si ça vient déjà à 600, beaucoup de Béninois vont préférer aller dans les stations. Et donc, c'est ça. Et donc, ils vont eux-mêmes, déjà que les prix qu'ils fixaient, c'était au gré de leur humeur, et c'était pas harmonisé. Le gouvernement n'intervient pas dedans. De l'harmoniser dernièrement en mettant à 500 francs. Ah, d'accord, ok. Donc, je crois qu'ils vont revoir la formule pour toujours exister.
pour toujours exister. Mais ce qui est clair, ce ne sera pas plus le même prix, même depuis le Nigeria, ce ne sera pas le même prix. Et ce qui est clair, ils ne le vendront plus au même prix de 500 francs auquel ils le vendent aujourd'hui. Alors, est-ce qu'avec l'inauguration, sinon la mise en service à venir de la raffinerie de Aliko Dangote, cela pourra compenser justement ce déficit causé par le retrait de la subvention allouée à la filière? Non, je crois que sous réserve des économistes qui vont analyser, je crois que, en fait, l'arrivée de la raffinerie de Lekki permettra de raffiner, c'est-à-dire l'État ne va plus importer de l'essence raffinée. Ça va leur permettre de produire l'essence raffinée sur place. Et je crois le président l'a dit, la consommation 650 000 barils par jour va permettre 30 millions de tonnes par an. Voilà, va permettre de supporter la consommation nationale et d'avoir un excédent qui pourront exporter. C'est peut-être dans cet excédent-là que la quantité qui va venir peut-être au Bénin ou dans les autres pays va être pris. Mais je dois rappeler que ce que nous avons ici et ce que nous consommons, nous achetons ici, c'était pas dans l'excédent, c'était dans les quotas que les dignitaires ont, et certains commerçants ont, et puis l'autre part de l'essence qu'ils vont siphonner dans les pipelines. Et parce qu'il y a deux catégories de carburant qu'on a ici. Il y a l'essence des stations, mais il y a des raffineries clandestines. Voilà, et vous voyez que souvent, les couleurs diffèrent. Quand c'est un peu plus rouge, vous sentez que ce n'est pas encore totalement bien raffiné. Et donc, voilà ce que je peux dire. D'accord. Allez, on va ouvrir l'autre volet, si vous le permettez bien, messieurs, de ce débat. Il s'agit donc du redressement de l'économie. On sait que le Nigeria fait face actuellement à une grave crise économique doublée d'une crise sécuritaire. Et c'est dans ce contexte que Ahmed Bola Tinubu prend le pouvoir. Comment est-ce qu'il peut redresser la première économie africaine, selon vous, cher Florian? Bon, j'avoue que ce n'est pas une question facile. Mais bon, je vais essayer de dire ce que je pense en fait, parce que c'est vrai, le pays fait face à des difficultés. Ce n'est pas pour autant qu'il faut croiser les bras et attendre que le bon Dieu vienne les résoudre sans qu'on agisse en fait. Et c'est pour ça, vous allez remarquer, au tout début, j'ai peut-être déjà lié, n'est-ce pas, la problématique que nous avons traitée dans la première phase à la décision à la situation que le pays traverse actuellement en fait. Puisque je me suis dit, considérant, n'est-ce pas, les difficultés, bon, peut-être le président arrivé s'est dit, je remarque qu'il y a beaucoup de difficultés dans les autres secteurs. C'est vrai quand même que, comme vous avez évoqué tout à l'heure, c'est pas pour dire que le secteur des hydrocarbures, c'est pas aussi un secteur à ne pas regarder de très près. Il s'est peut-être dit, bon, considérant la grosse somme que nous allouons, n'est-ce pas, à la subvention des produits de carburation, si on estime cela, ça peut nous permettre, n'est-ce pas, de combler certains gaps à certains secteurs, en fait, notamment peut-être le secteur, notamment sécuritaire, ou bien même, n'est-ce pas, le secteur même de l'économie tout entière, parce que, qu'ils vous souviennent, quand il y a eu, n'est-ce pas, bon, je ne dirais pas il y a eu, puisqu'ils sont toujours dans ce processus-là, n'est-ce pas, de l'enlèvement des anciens billets pour introduire le nouveau bien, en fait. On a assisté, n'est-ce pas, à un manque criard de sécurité et de liquidité plutôt, et cela n'a pas été sans conséquence dans la mesure où les citoyens, certains citoyens qui avaient besoin de l'argent liquide n'ont pas pu rentrer en possession de cet argent puisque les liquidités n'y étaient pas. Sûrement que, n'est-ce pas, une chose entraînant une autre, on a sûrement assisté, n'est-ce pas, à des entreprises qui n'étaient pas suffisamment assises, qui ont dû fermer la porte en attendant que cette mauvaise période passe en fait. Je me suis peut-être dit, bon, peut-être avec la décision du gouvernement, du président, il va, n'est-ce pas, avec le temps, essayer d'injecter plus de liquidité dans l'économie et investir davantage dans les autres secteurs pour contenir, n'est-ce pas, les chocs que l'on peut déjà essayer de regarder ou bien même, n'est-ce pas, d'anticiper pour que l'économie, n'est-ce pas, ne plonge pas ou bien ne plombe pas davantage vers des chemins incertains en fait. D'accord. Alors, est-ce qu'avant de redresser l'économie, Ahmed Bola Tinubu doit-il régler la crise sécuritaire? On sait que beaucoup de régions au Nigeria sont contrôlées par des groupes terroristes et des groupes sécessionnistes aussi. Est-ce que ça devrait être le premier chantier de Tinubu avant même de redresser l'économie?
Je crois qu'il a annoncé ça, les problèmes sécuritaires dans ses priorités. Et tout président qui arrive à la tête d'un État comme le Nigeria, s'il ne se préoccupe pas des questions sécuritaires, je crois qu'il n'a réglé aucun problème. Parce qu'il y a plusieurs formes de problèmes sécuritaires qu'on a. Il y a le terrorisme qu'on connaît qui est assis dans plusieurs États au nord-est. Il y a les problèmes des mouvements d'émancipation et de sécession dans la zone d'État du Niger. Il y a également le problème entre les éleveurs et les agriculteurs qui se dégénèrent souvent très fréquemment avec des tueries massives. Et il y a enfin le problème qui est venu tout récemment, les groupes armés qui font des rapts d'enfants de riches, qui font des kidnappings et qui réclament des choses là. Tout ça là, c'est un ensemble de problèmes de sécurité que Bola Tinubu doit régler. Je crois qu'il a énoncé que c'était une solution. Il a dit par exemple qu'au niveau de la sécurité, qu'il faut renforcer les performances de l'armée, de la police en les équipant avec des moyens plus sophistiqués. Ça, c'est une solution. C'est l'option militaire. Et même l'option militaire, depuis toujours, a montré ses limites. Je crois qu'il doit accompagner cela par des mesures un peu plus sociales. Quand vous avez un pays comme le Nigeria où la majorité des jeunes sont au chômage, ça a été dit dans le reportage, et il faut travailler à injecter l'argent dans des secteurs pour permettre aux jeunes de trouver du boulot. Et lui, je crois, il a parlé du secteur de la technologie et des infrastructures. Et il faut avoir beaucoup de grandes infrastructures pour permettre de consommer la main-d'œuvre locale, et la technologie et tous les autres problèmes, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé vont accompagner. Quand il va réussir à faire ce maillage, je crois qu'il pourra relever les défis. Et Tinubu a la réputation d'être un réformateur. Quand il avait été gouverneur de l'État de Lagos, il a fait beaucoup de réformes, surtout au plan sécurité, au plan de l'éducation, ce qui a fait que cet actif l'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Les gens l'appellent, les gens le voient comme quelqu'un qui sait bouger, qui sait créer, qui sait apporter des réformes. Je crois qu'il ne restera pas les bras croisés, il fera l'essentiel de ce qu'il peut faire pour que les choses changent un peu au Nigeria, qui reste la première puissance de l'Afrique, mais une puissance très vulnérable sur beaucoup de plans. On sait que sous Muhammadu Buhari, le pays a connu beaucoup de chocs économiques, des récessions, les inflations et tout ce qu'on a connu. Et d'ailleurs, le règne ou le magistère de Muhammadu Buhari n'a pas été de tout repos entre ces ennuis sanitaires, la crise sécuritaire, la récession, l'inflation. Le pays a connu, une régression sur le plan économique. Et c'est dans ce contexte que Ahmed Bola Tinubu vient prendre le pouvoir. Est-ce qu'il faut s'attendre tout de suite de voir, on va dire, une éclaircie dans la grisaille nigériane? Bon, je peux objectivement déjà dire non. Parce que là, des actions comme ce que le co-discutant a évoqué tout à l'heure s'inscrivent dans la durée en fait. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout cela sera résorbé pour qu'on dise bon, peut-être l'attendu depuis longtemps est arrivé en fait. Donc il va falloir réfléchir, mûrir des idées et attendre en fait, être patient pour voir, puisque c'est un ensemble de processus à enclencher étape après étape pour, n'est-ce pas, attendre le résultat. Ce n'est pas qu'il faut tout de go dire bon, comme les actions sont menées, forcément ça va porter leurs fruits. Donc il y a, n'est-ce pas, tellement de problèmes que justement le co-discutant a tellement présenté le tableau noir qui décrit clairement les difficultés auxquelles le pays fait face, notamment sur le plan sécuritaire, parce que qu'il vous souvienne, s'il n'y a pas vraiment, bon, vous vient en tête, s'il n'y a pas, n'est-ce pas, la sécurité, l'économie ne peut pas bouger en fait, parce que je regardais un reportage dans lequel les citoyens en fait nigérians avaient peur de se déplacer, n'est-ce pas, en utilisant des voitures en fait, puisqu'ils disaient il n'y a pas de sécurité en fait, donc ils préfèrent pour quitter d'une ville à une autre emprunter, n'est-ce pas, de l'avion, qu'ils supposent que pour eux c'est un peu plus sécurisant. Donc si en amont ces problèmes de sécurité, n'est-ce pas, qui normalement dont la résolution va s'inscrire dans la durée, ne sont pas résolus, on ne va pas vraiment s'attendre à ce que le changement soit immédiat en fait. Maintenant, si ce problème-là est résolu, oui, bon, les autres problèmes, peut-être les... Vous pensez que la sécurité est au centre de
je vais dire, du redressement du Nigeria. Tant que la crise sécuritaire ne sera pas résolue, les autres secteurs ne se porteront pas mieux, c'est ce que vous dites? Bon, je pourrais dire ça parce que, en fait, pour que l'économie se porte mieux, il faut que les uns et les autres, disons les citoyens, soient en mesure de se mouvoir sans aucune crainte sur le territoire national. Puisque la crise sécuritaire dont le pays traverse actuellement limite, je dirais même, les potentialités des citoyens, n'est-ce pas, peut-être dans leurs besoins d'investissement, puisqu'ils ne vont pas aller, ou bien même, disons même si on veut toujours aller dans les investissements, on pourrait même dire ça limite les IDE, puisque là, moi, si je suis un bailleur de fonds, je ne vais pas aller mettre mes fonds dans un pays où ce que je vais investir, le retour ne sera pas sûr, en fait. Donc, c'est un peu l'ensemble de tous ces éléments-là qui font peut-être tabler sur le fait que la situation sécuritaire est une situation vraiment primordiale et qui nécessite vraiment d'être vue avec beaucoup de prudence. D'accord. Alors finalement, est-ce que ce n'était pas une patate chaude de refiler au faiseur de roi qui est finalement devenu lui-même roi? Oui, ah oui, vraiment une vraie patate chaude. Mais il faudrait quand même que le Nigeria ait un président. Bon, c'est celui-là qui a été choisi et celui-là qui était dans le système, qui connaît le système, qui a fait lui-même des rois et qui est devenu roi. Et donc, il part faussement avec l'avantage qu'il connaît le système. Et quand on connaît le système, les temps de tergiversation, je suis d'accord avec mon co-débatteur que les mesures dont je parle, qui seront prises par le président, ne pourront pas avoir des effets immédiats, c'est des effets à moyen ou à long terme même. Et donc, connaissant le système, il a cet avantage qu'il saura sur quel levier il faut toucher pour régler le problème Nigeria, pour trouver des solutions aux malades, aux vieux malades Nigeria. Et je crois que, comme je l'ai dit, au regard de ses exploits, de ses faits d'âme quand il était gouverneur de l'État de Lagos, on peut bien croire que la gouvernance va changer un peu au regard de ce que Buhari a montré, qui était un peu apathique, lié d'abord à son état de santé, mais lié aussi au fait que les promesses que lui-même avait faites pour le règlement des questions de sécurité, il n'a pas pu réellement résorber cela. Et donc, je pense qu'il aura un peu plus de dynamisme, un peu plus de nouveauté par rapport à Buhari, mais ce serait trop prétentieux de croire que l'arrivée de Tinubu va régler tous les problèmes. Aucun homme d'État ne pourrait avoir un bâton magique pour régler tous les problèmes, mais il saura faire et il essayera de faire quelque chose pour que les choses changent un peu. Très bien, mais que dire de sa collaboration avec le Bénin? On sait que sous Buhari, ça n'a pas vraiment été vraiment très tendre, ça n'a pas vraiment été très cordial. On se souvient de la parenthèse, la fermeture des frontières qui n'a pas vraiment du tout plu du côté du pouvoir de Cotonou. Est-ce qu'avec l'arrivée de Tinubu, on a vu le chef de l'État, Patrice Talon, se déplacer pour assister à son investiture, est-ce qu'on va peut-être espérer que la donne change un peu pour que les relations puissent se normaliser davantage? Le souhait du Bénin, c'est ça. Vous ne pouvez pas être un pays comme le nôtre, vivre à côté de ce géant et ne pas chercher à avoir des relations tout au moins cordiales avec ce pays. Et je crois que le gouvernement doit travailler pour que les relations soient meilleures avec le Nigeria. Je crois que les premières actions posées par le chef de l'État dans ce sens sont très bonnes. Je crois qu'il fait partie des premiers présidents à le féliciter. C'est déjà un signe d'ouverture très, très important. Et enfin, il s'est déplacé pour aller à son investiture. Le reste, il y a beaucoup de paramètres. Entre le Bénin et le Nigeria, c'est une très vieille histoire. Les hommes politiques du Nigeria et ceux du Bénin ont des ramifications, des réseaux. Ceux de là-bas sont des réseaux ici, ceux d'ici ont des réseaux au Nigeria. Et donc, il sera très difficile pour moi de dire, oui, ça va être de go, une très bonne relation. Je rappelle que Tinubu est Yoruba. Et donc, on peut deviner ces ramifications ici. Donc, moi, mon souhait, c'est que ces relations puissent s'améliorer pour
le bien-être des populations béninoises et pour le bien-être des populations nigériennes. Merci beaucoup à vous, Marcel Zoumenou. Vous êtes le directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Merci d'avoir mené la réflexion avec nous sur 5 sur 7 matin Nigeria, sortir de l'inflation. Merci également à vous, mon cher Florien Siaken. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Votre pays est aussi frontalier hein, avec le Nigeria. C'est bien cela au nord. Oui, justement. Absolument. Ah, oh. Il est Camerounais. Oh là là. Il est Camerounais. Voilà. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Voilà. Et encore 2 derniers rendez-vous pour clore cette émission. Démarré depuis 6 heures. Il s'agit des sports de Blaise Adampo qui est là et qui s'échauffe avant de monter sur scène dans l'arène de 5 sur 7 matin. Et juste après, on aura la revue de presse de Marcel Arrossi qui est en train d'être finalisée avec les dernières touches.